Imaginez un instant un univers grouillant de vie, où l'être humain ne serait plus la seule espèce intelligente. À quoi ressembleraient ces extraterrestres? Pourrions-nous communiquer avec eux? Comprendre leur forme d'intelligence? Quant à eux, quelle serait leur réaction face aux espèces terriennes violentes et dangereuses? D'un simple coup d'œil, ils jugeraient peut-être que nous ne sommes pas dignes d'intérêt. Avec ces espèces primitives, la Terre a des airs de jardin d'enfants planétaires, peuplés d'êtres hargneux et infantiles à l'échelle galactique. Dans ce scénario fantaisiste, ces êtres venus d'ailleurs pourraient aussi nous apporter leurs connaissances scientifiques, probablement inimaginables. Qui sait pourtant si une telle rencontre n'aurait pas une issue fatale? Ce serait peut-être un jour maudit pour l'humanité. Mais pas d'inquiétude. Tout cela n'est que pure fantaisie. Ça n'arrivera jamais. Normalement. Bienvenue dans la Voie lactée, notre environnement quotidien. Notre Soleil est l'une des quelques centaines de milliards d'étoiles de cette galaxie. Elle-même n'est pas seule. L'univers est formé de milliards et de milliards de galaxies. Jusqu'où s'étend l'univers? Il est impossible de le mesurer en kilomètres. Les valeurs n'auraient aucun sens. Dans l'espace, l'unité de mesure des distances est l'année-lumière, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en un an. Celle-ci voyage à quelques 300 000 km par seconde. Une année-lumière représente donc une distance de près de 9 500 milliards de kilomètres. La lumière met 100 000 ans pour ne traverser que notre galaxie. Autrement dit, chaque fois que nous regardons les étoiles, nous remontons le temps. La lumière provenant d'autres galaxies met des millions d'années à nous atteindre. Et celle qui vient des confins de l'univers, des milliards d'années. Nous assistons donc à des événements qui se sont passés avant même que notre Terre existe, au balbutiement de l'univers. Avec un tel terrain de jeu intergalactique, on ne s'étonnera pas d'apprendre qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages et dans tous les déserts de la planète Terre. Les terriens ont-ils encore une chance d'être les seuls habitants de l'espace? Il serait vraiment étrange que nous soyons tout seuls. Alors sommes-nous seuls? Non. Pendant des millions d'années, nous avons cru que nous étions uniques. Mais les scientifiques ont fait des découvertes surprenantes sur la Terre, le système solaire et l'espace plus lointain. Certains d'entre eux pensent que notre premier contact avec des extraterrestres pourrait avoir lieu dans quelques années. Nous saurons que nous ne sommes plus seuls entre les années 2020 et 2025. Ce sera l'un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité. De quoi aura-t-il l'air, il ou elle? Et pourrons-nous distinguer des mâles et des femelles? D'ailleurs, comment être sûr que nous n'avons pas déjà connu une rencontre du troisième type? Selon certains, nous avons eu dans le passé la visite d'extraterrestres. Or, s'ils prennent contact avec la Terre, il est un homme qui souhaite mettre en garde le genre humain tout entier. C'est le professeur Stephen Hawking, atteint de sclérose latérale et titulaire de la chaire de mathématiques de l'université de Cambridge, un poste autrefois occupé par Isaac Newton. Quand Stephen Hawking s'exprime, le monde scientifique l'écoute. Le choc des civilisations dans l'histoire de l'humanité a eu des retombées négatives. Or, il s'agissait d'une même espèce. Je crois que ce serait un désastre. De nombreux chercheurs considèrent que la thèse de Hawking pourrait se vérifier. Mais l'homme est curieux de nature.
et il y a peu de chances que nous refusions une occasion de rentrer en contact avec une espèce extraterrestre, quel qu'en soit le danger. De nos jours, l'idée d'une vie sur une autre planète ne révèle plus seulement des romans ou de l'imagination débordante des scénaristes hollywoodiens. Au contraire, elle s'impose peu à peu comme une quasi-certitude, même pour les plus grands esprits scientifiques. Dans ce documentaire, nous nous demanderons pourquoi les chercheurs sont aussi certains que nous ne sommes pas seuls. Avant de découvrir les 9 spécimens qui forment notre système solaire, l'humanité n'avait jamais vu une planète. Mais en 1995, la découverte d'une planète à quelques 40 années-lumière de la Terre a bouleversé la communauté scientifique. Son nom, 51 Peg B. Une autre planète, un autre système solaire, un nouveau voisin dans l'immensité de l'espace. Depuis ce jour, télescopes et ordinateurs se sont mis au travail et ont détecté plus d'une centaine de planètes. Les experts savent que ces trouvailles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'univers s'étend bien au-delà de notre capacité de représentation. Mais grâce aux outils de recherche récents, les scientifiques peuvent observer plus précisément les objets spatiaux et leurs mouvements. Il existe certainement des millions d'autres planètes dans l'univers qui nous entoure. Nous allons rencontrer Debra Fischer à l'observatoire de Lick, en Californie. Issue de l'université de San Francisco, elle appartient à cette nouvelle génération de scientifiques, les chasseurs de planètes. Grâce à Debra Fischer et à quelques autres spécialistes, on connaît maintenant plus de 130 planètes hors du système solaire. Ça donne un extraordinaire sentiment d'humilité de se rendre compte à quel point notre Soleil est banal. Il a un système de planètes comme toutes les autres étoiles. Beaucoup de gens aimeraient croire que nous sommes uniques, spéciaux, mais je trouve ça naturel et très réconfortant de savoir que l'univers est ainsi fait. Comment découvrir les planètes situées à des années-lumière de la Terre? Debra Fischer observe les étoiles lointaines. Elle surveille leurs mouvements. Si une planète se trouve en orbite autour d'une étoile, elle exerce une légère attraction gravitationnelle sur l'astre. Debra Fischer mesure ces légères oscillations à des milliards de kilomètres de distance. La précision est de l'ordre de quelques mètres par seconde. Un progrès considérable. Mais les planètes qu'elle a découvertes sont toutes des astres géants, de la taille de Saturne par exemple. Pour pouvoir accueillir la vie, une planète doit remplir une liste de critères très stricts. Partant de l'observation de notre système solaire, les scientifiques ont conclu que les petites planètes rocheuses offrent les meilleures chances pour le développement de la vie, telle que nous la connaissons. Les éléments chimiques, indispensables à l'apparition de la vie, ont en effet besoin de se fixer sur un support, par exemple une surface solide. Une planète doit également avoir la bonne taille. Si elle est beaucoup plus petite que la Terre, sa gravité ne sera pas suffisante pour retenir son atmosphère, qui se contentera de s'échapper dans l'espace. Et ce n'est pas tout. L'emplacement est très important lui aussi. La planète doit être suffisamment proche du Soleil pour permettre la présence d'eau liquide. On pense en effet que l'eau à l'état liquide est essentielle à toute forme de vie. Trop près du Soleil, comme Vénus, dont la température de surface est de 460 degrés, l'eau bout et s'évapore. Trop loin du Soleil, elle gèle. Sur la Terre, on trouve partout de l'eau à l'état liquide. Elle recouvre plus des 2/3 de la planète. Si nous voulons trouver des planètes où la vie peut se développer, nous devons les chercher à une certaine distance de leur étoile, où il ne fait pas trop chaud pour que l'eau ne s'évapore pas, mais pas trop froid non plus pour qu'elle ne soit pas à l'état de glace. On cherche cette zone idéale où l'eau existe sous forme liquide. En juin 2004, des chercheurs européens ont découvert la plus petite planète jamais observée en dehors du système solaire. Elle fait seulement 14 fois la taille de la Terre et pourrait représenter une surface rocheuse. C'est une sorte de super-Terre. Cette surface rocheuse rend possible la présence d'eau à l'état liquide. Selon les scientifiques, une planète rocheuse ne peut pas être plus volumineuse. Elle ne résisterait pas et disparaîtrait. Celle-ci est à 50 années-lumière de nous dans la constellation méridionale d'Altar. C'est l'une des 3 planètes en orbite autour d'une étoile qui ressemble beaucoup à notre Soleil. Mais pour découvrir des planètes plus petites de la taille de la Terre,
la technologie doit progresser. Une évolution est déjà en cours. Le télescope spatial Kepler a été placé en orbite en 2009. Cette mission étudie plusieurs milliers d'étoiles proches. Lorsqu'une planète passe entre une étoile et un télescope, il est possible de déterminer la taille de la planète en mesurant la quantité de lumière qu'elle masque. Avec optimisme, les scientifiques estiment qu'ils découvriront au moins 50 planètes de la taille de la Terre grâce à ce télescope. Depuis plus de 20 ans, un groupe de scientifiques guette les signes d'une vie extraterrestre. L'Institut SETI en Californie est le berceau de cette recherche. Cet institut pour la recherche d'intelligence extraterrestre rassemble les pointures de la profession qui se sont lancées dans une mission de longue haleine, complexe et sophistiquée. Seth Shostak, astronome en chef de l'Institut, a consacré presque toute sa vie professionnelle à la quête d'une intelligence extraterrestre. Mon intérêt personnel pour cette recherche remonte, je crois, à mon enfance. Je me souviens, quand j'avais 10 ans, j'achetais des livres sur les soucoupes volantes. Pour Seth Shostak et ses collègues, le repérage des extraterrestres passe par la radio. Cela peut sembler primaire, mais la radio est un outil de communication très puissant. Les signaux radio sont des ondes énergétiques qui se propagent dans toutes les directions. Elles se dirigent vers les postes de radio et de télévision, mais s'échappent également dans l'espace. Et ce, depuis 70 ou 100 ans. I have a dream today. It's one small step for man, one giant leap for mankind. The Lucy Show. Oh, you must think I'm a perfect idiot. Nobody's perfect. Elle se déplace à la vitesse de la lumière. Pour relier la Terre à la Lune, un signal met seulement un peu plus d'une seconde. Cela semble rapide, mais si l'on pense aux distances interstellaires en jeu, même la vitesse de la lumière fait figure d'escargot. Si nous recevons demain un message provenant des confins de la galaxie, il aura été émis depuis 100 000 ans. Tandis qu'il y a 100 000 ans sur la Terre, nos ancêtres lointains faisaient leurs premiers pas. Bien des années plus tard, les hommes ont évolué et sont maintenant en mesure de guetter un message venu des étoiles. Où a-t-on le plus de chances de capter un tel message? Sans doute à Arecibo, à Porto Rico, où se trouve l'un des plus grands télescopes radio du monde. L'antenne d'Arecibo se trouve sur un cratère naturel géant. Son diamètre impressionnant est de 305 mètres. Cette antenne est très sensible. Elle pourrait repérer un téléphone portable utilisé sur Jupiter. Depuis 1997, Arecibo accueille le projet Phoenix. L'Institut SETI passe en revue environ 1 millier d'étoiles semblables à notre Soleil à 200 années-lumière de la Terre. À l'échelle cosmique, cette distance est négligeable, mais il faut bien commencer quelque part. Des milliers de canaux radio sont scannés simultanément. L'univers grouille de bruit radioélectrique, une sorte de bruit blanc spatial. Mais ces signaux qui peuvent sembler spectaculaires sont en fait des phénomènes aléatoires. Les oreilles électroniques de SETI sont réglées pour détecter les signaux émis délibérément. Des signaux qui seraient une preuve de vie. Des sons qui sembleraient inhabituels, une voix qui se ferait entendre dans le chaos spatial général. Ce serait sans doute un son continu ou avec une variation très lente, un peu comme le timbre d'une flûte. Un son très pur en réalité noyé dans un océan sonore. Le résultat ressemblerait à une note de flûte jouée près d'une cascade. Les signaux qui apparaissent naturellement se répartissent sur une large partie du spectre. Mais une transmission artificielle, comme une image de télévision ou une émission de radio, se restreint à une faible fraction de fréquence. On parle de signal à bande étroite. Nous guettons un signal qui nous indiquerait que quelqu'un a construit un émetteur. Nous cherchons une preuve qu'il y ait un émetteur allumé quelque part.
Depuis 40 ans, les scientifiques attendent un message. Mais à ce jour, ils n'ont rien entendu de tel. Cette recherche pourrait prendre des années. Pour l'instant, ils n'en sont qu'à leurs premiers essais. Que faire d'autre ? C'est peut-être une nouvelle méthode de communication interstellaire qui nous apportera la réponse. Une forme de lumière si vive qu'elle brille 1 million de fois plus que le Soleil. L'univers compte des milliards de galaxies comme la nôtre. On découvre sans cesse de nouvelles planètes et de nouveaux systèmes solaires. Les scientifiques continuent donc à attendre patiemment un message intergalactique. Mais si extraterrestre il y a, il semble qu'ils aient décidé de garder le silence radio. Ils pourraient alors essayer d'établir le contact d'une autre façon. Nous allons rencontrer Dan Wertheimer à l'observatoire de Leuschner, à Berkeley, en Californie. Cet homme est à la recherche d'extraterrestres depuis 25 ans. La Voie lactée compte 200 milliards d'étoiles. Il y a des milliards de galaxies. Il serait vraiment étrange que nous soyons tout seuls. Dan Wertheimer, lui, n'est pas à l'écoute. Il observe le ciel en quête d'un signe. Il dirige le programme de recherche SETI de Berkeley, axé sur les signaux lumineux. Ah, il y en a un autre là. Il se passe plein de choses bizarres. Son équipe scrute le ciel à la recherche d'un éclair lumineux très vif qui pourrait ne durer qu'1 milliardième de seconde. Les lasers les plus puissants sur notre planète peuvent produire une lumière 1 million de fois plus vive que celle du Soleil. Selon Dan Wertheimer, les extraterrestres pourraient utiliser un laser pour essayer d'attirer notre attention. Il pense qu'ils pourraient tenter de nous envoyer un signal comparable à un code Morse, de courtes impulsions lumineuses. L'avantage des signaux visuels, c'est qu'ils sont dirigés précisément et qu'ils peuvent contenir des masses d'informations. Ils pourraient nous envoyer l'ensemble de leurs connaissances, ils pourraient même nous dire comment atteindre l'Internet galactique et communiquer avec d'autres civilisations dans la galaxie. Mais comment les scientifiques pourront-ils différencier le rayonnement des étoiles d'éventuels signaux lumineux ? Un rayon laser qui émet pendant seulement 1 milliardième de seconde enverrait au télescope une lumière bien plus vive que celle d'une étoile. La différence serait de l'ordre de 10 photons, soit 10 particules lumineuses. C'est très rare venant d'une étoile, même très brillante, de détecter au télescope autant de photons en 1 milliardième de seconde. L'équipe s'attarde sur chaque étoile pendant 1 minute. En l'absence d'éclairs lumineux, elle passe à l'étoile suivante. 10 000 astres ont ainsi été étudiés. Et jusqu'à présent, Dan Wertheimer n'a pas détecté la lumière qu'il recherche. La technologie évolue très vite. Les télescopes s'améliorent tout comme les détecteurs. Nous pouvons observer de plus en plus d'étoiles. Au bout du compte, nous verrons des centaines de millions d'étoiles et nous pourrons sonder l'ensemble du plan galactique. Mais pour l'instant, les terriens en sont à leurs premières expérimentations et ils commencent seulement à apprendre comment communiquer avec les extraterrestres. Dans les années 60, le scientifique britannique et prix Nobel Anthony Hewish pensait avoir détecté un signal extraterrestre. À partir de ces récepteurs radio aux allures de corde à linge, cet homme et son équipe ont capté une succession régulière d'impulsions espacées d'1 seconde environ. Ce signal paraissait absolument extraordinaire, parce que c'était une série d'impulsions très courtes. Comme si nous avions affaire à une étoile qui émettait des éclairs lumineux. Or, les corps astronomiques ne font pas cela. Quand on capte des signaux artificiels venus de l'espace, l'une des possibilités à étudier, c'est bien sûr qu'il s'agisse d'une intelligence venue d'ailleurs. Pour rire, nous les avons appelés signaux PHV, pour petits hommes verts. Personne n'y croyait vraiment, je pense, mais nous avons tout de même envisagé cette possibilité. On a vite oublié les petits hommes verts. Anthony Hewish s'est rapidement aperçu que sa découverte provenait d'une source naturelle. C'était la signature d'une étoile morte, ou étoile à neutrons. Ces astres morts tournent sur eux-mêmes à toute vitesse, envoyant des impulsions comme la lumière d'un phare. Si les formes de vie extraterrestres n'ont pas envoyé de message aux terriens, peut-être les scientifiques devraient-ils tenter eux-mêmes d'établir le contact. C'est ce qu'a fait la NASA il y a 40 ans. Elle a envoyé une sorte de lettre à toutes les étoiles de la part de la planète Terre. L'agence spatiale a lancé en 1972 Pioneer 10. Après s'être rendue sur Jupiter, la sonde a poursuivi sa route dans les profondeurs de l'espace. En 2004, elle était à près de 13 milliards de kilomètres de notre planète et en direction de l'étoile rouge d'Aldébaran dans la constellation du Taureau.
Le vaisseau spatial devra mettre encore 2 millions d'années à atteindre sa destination. S'il rencontre des êtres vivants sur une planète avoisinante, ceux-ci trouveront une plaque sur le flanc du vaisseau, une sorte de carte postale envoyée par la Terre. Elle indique la position de notre planète et montre à quoi ressemblent les terriens. On y trouve aussi le symbole de l'hydrogène, l'élément le plus courant dans l'univers. Mais une autre navette se trouve encore plus loin. Voyager 1 est désormais l'objet conçu par l'homme le plus éloigné dans le système solaire. Il est à quelques 14,5 milliards de kilomètres de la Terre et s'apprête à quitter le système solaire pour s'aventurer au milieu des étoiles de la Voie lactée, peut-être à tout jamais. Pour le cas où Voyager croiserait la route d'un extraterrestre, il emporte également un message. Un disque phonographique plaqué or, fixé sur le côté de la sonde et qui contient des images, des sons naturels et de la musique en provenance de la Terre. Des pictogrammes expliquent comment utiliser le disque et indiquent d'où il vient. Si nous devons attendre que les extraterrestres trouvent l'une de nos sondes spatiales et répondent à nos messages, cela pourrait toutefois prendre des millions d'années. Pourquoi les scientifiques sont-ils aussi certains qu'il existe d'autres êtres intelligents dans notre galaxie? C'est une question de chiffres à grande échelle. On estime qu'il existe au moins 70 000 millions d'étoiles dans l'univers. La grande question étant, parmi elles, combien pourrait abriter une vie développée? En 1961, le père de la recherche SETI, Frank Drake, a mis au point une équation pour calculer combien de civilisations extraterrestres seraient susceptibles de nous contacter dans notre galaxie. Frank Drake s'est demandé combien d'étoiles sont capables d'entretenir des planètes où existe une vie intelligente, combien de ces planètes pourraient disposer des technologies radioélectriques et combien de temps pourraient survivre les civilisations connaissant ces technologies. L'un des problèmes de l'équation de Drake, c'est qu'elle ne peut pas être résolue. On ignore la valeur de beaucoup de ces termes. D'autant plus que si un seul des paramètres de l'équation reste inconnu, le résultat final n'aura évidemment aucune valeur. Pourtant, selon de nombreux chercheurs, même en partant des estimations les plus prudentes, le nombre potentiel de civilisations intelligentes reste énorme, ne serait-ce que dans notre galaxie. Voilà qui pose une nouvelle question qui a été soulevée dès les années 50 par un physicien, Enrico Fermi. L'auteur du paradoxe de Fermi se demandait « Mais où sont-ils tous ?» Si notre galaxie est si peuplée, pourquoi personne ne s'est encore manifesté? Pour y répondre, nous nous rendons à Denver, dans le Colorado, pour rencontrer le planétologue David Grinspoon. Ce conseiller pour la NASA sur les stratégies d'exploration spatiale étudie la recherche de vie extraterrestre depuis 15 ans. Est-ce que nous sommes seuls? Non, pas du tout. Je suis sûr qu'il existe d'autres espèces, d'autres formes de vie, et je dirais même d'autres civilisations dans l'espace. Je n'en ai pas la preuve directe, mais j'ai beaucoup de preuves indirectes qui se fondent sur ma compréhension générale de notre apparition sur Terre et de ce qui se passe dans le reste de l'univers. Grinspoon a élaboré ce qu'il appelle l'hypothèse du semis. Selon lui, l'univers est comme une forêt remplie d'arbres adultes et de créatures exotiques. Les terriens ne sont que de petites graines qui pourraient un jour devenir intéressantes. Mais pour l'instant, on les remarque à peine. C'est une leçon d'humilité. Nous ne sommes pas assez importants pour que des extraterrestres se penchent sur notre cas. Nous ne les intéressons peut-être pas dans cet univers qui compte une grande variété de créatures et de civilisations. Nous sommes apparus relativement récemment. Nous n'avons pas forcément accompli grand-chose qui permettrait de nous distinguer aux yeux des habitants d'ailleurs. Peut-être y a-t-il une autre réponse au paradoxe de Fermi. Tout simplement, l'immensité de l'espace. Même pour un extraterrestre très intelligent, les lois de la physique demeurent un obstacle de taille au déplacement interstellaire. Il y a un siècle, Einstein calculait qu'il était impossible de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Pour franchir cette limite, il faudrait une quantité d'énergie infinie. Même si un vaisseau extraterrestre pouvait s'approcher de la vitesse de la lumière, les chercheurs estiment que pour chaque kilogramme que pèserait le vaisseau, il faudrait 1 milliard de litres de carburant.
Mais faute d'avancer au moins à la vitesse de la lumière, un voyage dans la galaxie prendrait des millions d'années. Mais qui sait, les extraterrestres se contenteront peut-être de se déplacer à des vitesses plus modestes, car ils auront peut-être une durée de vie plus longue que les humains. Même sur Terre, on trouve des formes de vie dont la longévité dépasse de très loin celle des hommes. Ainsi, les séquoias de Redwood peuvent vivre 2000 ans. C'est une erreur de penser que les autres espèces devraient forcément accomplir leurs actions à l'échelle d'une vie humaine. Et si le voyage durait 1000 ans ou 10 000 ans? Je crois que c'est du chauvinisme, une sorte de chauvinisme qui frappe notre conception du temps. Si on ne peut pas faire une chose en un siècle ou deux, alors on considère que c'est impossible. Ce chauvinisme frappe peut-être aussi notre vision de l'environnement. Nous avons du mal à imaginer comment la vie peut subsister dans des conditions inhabituelles. Pourtant, on trouve sur Terre toutes sortes de milieux étranges. Selon les chercheurs, une forme de vie avancée pourrait exister ailleurs dans l'univers. Mais nous n'en avons aucune preuve à ce jour. Cependant, les scientifiques font sans cesse des trouvailles étonnantes sur la Terre elle-même. Ils découvrent des formes de vie microscopiques dans les endroits les plus inhospitaliers de la planète. Si la vie peut s'épanouir ici dans les conditions les plus extrêmes, on comprend mieux qu'elle puisse se développer ailleurs dans notre galaxie. Pourtant, si nous trouvons la preuve d'une vie microbienne beaucoup moins évoluée que la nôtre, en quoi cela nous intéresse-t-il ? Les microbes ne peuvent pas nous dévoiler les secrets de l'univers puisqu'ils ne parlent pas. Le planétologue David Grinspoon pense cependant qu'une telle découverte pourrait avoir un impact de première importance. Si nous découvrons une présence vivante n'importe où dans notre propre système solaire, nous saurons alors que l'univers est très fertile et qu'il est normal pour une planète d'abriter la vie. Par conséquent, il y aura des quantités d'espèces intelligentes dans l'espace dont certaines voudront communiquer avec nous. Voici Penny Boston, astrobiologiste. Elle passe ses journées dans les endroits les plus hostiles et les plus sombres de la planète. Ce qu'elle y cherche, des extrémophiles, c'est-à-dire des microbes capables de proliférer dans des milieux où la plupart des autres organismes n'y survivraient pas. À partir de ces milieux extrêmes sur Terre, nous essayons en fait d'écrire un guide pratique des micro-organismes pour des planètes où nous ne sommes jamais allés, pour des organismes dont nous ignorons encore l'existence. Les grottes de Carlsbad, au Nouveau-Mexique, comptent parmi les plus profondes du continent américain. Qu'est-ce qui pourrait survivre ici sans la lumière du soleil? Tout est sombre, et pourtant nous ne sommes pas seuls. Penny Boston a découvert des microbes qui se nourrissent en même temps qu'ils grignotent la roche pour avancer. Des organismes lithotrophes, littéralement mangeurs de pierre. Ces organismes réussissent à libérer un peu de la matière contenue dans la roche. Ils provoquent une réaction chimique avec la pierre et au cours de cette réaction, une énergie se dégage qui assure leur survie. Ils utilisent cette énergie de la même manière que nous mangeons et buvons à table. Donc, ils ont la capacité de survivre dans un environnement sans nourriture. Et c'est cela qui nous intéresse, tout particulièrement. D'ailleurs, ces microbes extrémophiles ne se contentent pas de prospérer dans les systèmes souterrains. Voici le lac Mono, en Californie. Sous ses airs enchanteurs, il renferme une teneur en sel 3 fois plus élevée que celle de l'eau de mer. Un poison pour l'homme, mais une aubaine pour la vie microbienne qui y prospère. Les extrémophiles supportent aussi très bien les grands froids. Nous sommes en Alaska. Le Fox Tunnel est un environnement extrêmement froid. Pourtant, contre toute attente, on trouve ici des micro-organismes emprisonnés dans le permafrost qui peut rester gelé pendant des millions d'années. Ils sont toujours vivants. En les réchauffant, les chercheurs espèrent ranimer ces organismes endormis. Nous devons stimuler notre imagination dans tous les domaines possibles pour se représenter les limites de la vie. Ainsi, nous serons bien mieux préparés à reconnaître une forme de vie quand nous la verrons, qu'elle soit dans notre système solaire ou au-delà. Il n'y a plus qu'à lancer une expédition sur le terrain à la recherche d'une vie microbienne.
Voici Titan, le satellite le plus volumineux de Saturne. Dans le système solaire, c'est le seul à présenter une atmosphère. Titan est entouré d'un halo orangé et pourrait renfermer des lacs et des océans riches en carbone. Il abrite donc peut-être la vie. Pour en avoir le cœur net, la NASA a lancé une mission vers Saturne et son satellite. La navette spatiale Cassini a quitté la Terre en 1997 et atteint Titan en janvier 2005. Une sonde a traversé l'atmosphère à 6,5 km/s, rencontrant un brouillard fait d'azote, de méthane et d'autres composants chimiques à base de carbone. Titan représente seulement la moitié de la Terre en taille, mais son atmosphère est 4 fois plus dense. Quant à sa température, elle est plutôt fraîche, moins 143 degrés. Après un atterrissage réussi, la sonde a pu renvoyer les informations par radio. Elles ont parcouru plus d'1 milliard de kilomètres pour parvenir à la Terre. Selon les chercheurs, Titan présente de nombreux éléments chimiques organiques qui étaient courants lorsque la vie est apparue sur Terre. Peut-être y trouve-t-on aussi des microbes. Mais il existe un milieu encore plus hostile pour le développement de la vie. Europa, l'un des satellites de Jupiter. À première vue, c'est un paysage de mort gelée. Sa surface est entièrement recouverte d'une couche de glace. Mais à y regarder de plus près, on fait une découverte étonnante. Des photos, prises par la sonde Galileo, révèlent une sorte de quadrillage à la surface de cet univers de glace. Dans le système solaire, on ne retrouve cette caractéristique qu'en un seul endroit, sur Terre, dans les mers gelées de l'Arctique, là où la glace flotte sur l'eau constamment en mouvement. Ceci a conduit les scientifiques à penser qu'il pourrait y avoir un immense océan liquide sous la surface gelée d'Europa. Dans ce cas, pourquoi cet océan n'est-il pas complètement gelé? Son état liquide est peut-être dû aux forces colossales qui règnent sur le satellite. Europa subit les forces gravitationnelles de Jupiter et des autres satellites de la planète. Ces forces, comparables aux marées, réchauffent le noyau d'Europa suffisamment pour que l'océan qui l'enveloppe reste à l'état liquide. La NASA espère approfondir son exploration des mystères du satellite. On pense notamment envoyer un orbiteur pour explorer sa surface. Il confirmerait la présence ou non d'un océan sous la glace. L'orbiteur pourrait localiser un endroit où la couche de glace serait relativement mince et envoyer une sonde robotisée à travers la glace à la recherche de traces de vie sous l'eau. Ce robot aquatique retransmettrait alors des images numériques, tout en parcourant l'océan. Il se peut qu'il rencontre au fond de l'océan des points chauds ou cheminées hydrothermales. Ces fissures dans le sol font jaillir une eau chaude riche en éléments nutritifs. Sur Terre, ces cheminées abritent les formes d'une vie les plus élémentaires. Le robot aquatique pourrait donc trouver sur Europa un fond océanique aussi fertile que le nôtre. Les extraterrestres ne sont peut-être plus si loin. Dans notre système solaire, c'est Mars qui réunit les conditions les plus favorables à une vie passée ou présente. Au cours des dernières années, on a expédié une armada de navettes spatiales sur la planète rouge. La mission Mars Rover de la NASA a relevé des traces d'activité volcanique, détecté les effets du vent. Mais elle a aussi découvert, à partir des veines de certaines roches, que Mars avait eu à une époque lointaine un sous-sol constitué d'eau sous forme liquide. Sur Terre, on le sait, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. De nombreux scientifiques pensent donc que Mars a pu abriter une forme de vie à un moment donné. Au fil des preuves collectées sur notre planète et dans tout le système solaire, les chercheurs en ont conclu qu'il existe bien une vie ailleurs dans notre univers. Mais à quoi ces extraterrestres peuvent-ils bien ressembler ?
L'eau a bien existé sur d'autres planètes du système solaire. Des signes de vie évidents ont été décelés. Des signes d'une autre forme de vie non présente sur la Terre. Alors à quoi ces formes de vie pourraient bien ressembler ? Pour montrer des êtres venus de l'espace, on s'est longtemps contenté à Hollywood de créer des costumes pour des acteurs. Mais les effets spéciaux sont de plus en plus sophistiqués et les concepteurs ne se limitent plus à l'apparence humaine. Ils peuvent donner libre cours à leur imagination. À Modesto, en Californie, Joel Hagen est l'un de ses créateurs. Il travaille pour la NASA en tant que spécialiste de l'image. C'est un peu facile de penser que l'apparence humaine, c'est-à-dire la nôtre, est la forme idéale pour être intelligent. Je crois que ça fait partie de la vision généralement anthropocentrique que nous avons des choses. Dès que nous essayons d'imaginer à quoi pourrait ressembler une créature intelligente, en général, le résultat ressemble un peu à nous-mêmes, avec des mains, des yeux, des oreilles, une tête, la faculté de marcher. Pour celui-là, on partait de l'idée d'une planète à faible gravité. Je lui ai donné de longues jambes, maigres comme des allumettes. J'envisageais un environnement de type jungle. C'est pourquoi il a cet appendice bizarre qui fait penser à des ciseaux. Ça lui permet de s'accroupir complètement, de lutter contre le vent, d'agiter ses ciseaux très haut pour attraper les objets qui l'entourent. Retour sur la Terre. Beaucoup estiment qu'il est inutile de partir à la découverte d'autres planètes pour chercher les traces d'une intelligence extraterrestre. Un sondage a montré que plus de 50% des Américains pensent que notre planète a déjà été visitée par des êtres venus d'ailleurs. Est-il possible qu'ils aient raison ? À Wiltshire, au sud de l'Angleterre, on a constaté un été d'étranges phénomènes dans les champs de blé. Le phénomène des crop circles, ou cercles dans les cultures, était né. On a pensé que ces motifs sophistiqués servaient de piste d'atterrissage à des vaisseaux venus de l'espace. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir de messages laissés par des extraterrestres ou des restes de systèmes de navigation qu'ils auraient utilisés. D'autres encore ont imaginé qu'ils étaient peut-être le fruit de vents particulièrement violents. Pour donner une certaine crédibilité à cette idée, on l'a appelée la théorie du vortex de plasma. Selon John Lundberg, l'explication est tout autre. Pour lui, ces cercles concentriques sont un canular. Comment le sait-il ? Parce qu'il est lui-même l'un des champions dans ce domaine. On lui doit à lui et à son équipe certains des motifs les plus élaborés. Nous voulions réaliser des cercles d'une taille et d'une complexité telle que les gens auraient du mal à croire qu'ils étaient l'œuvre de l'homme. Allez, pour nous prouver une bonne fois pour toutes qu'il est l'auteur de ces drôles de formes, John Lundberg a bien voulu réaliser l'un de ces cercles sous nos yeux. Il faut compter environ 90 minutes. On commence par délimiter la circonférence du cercle. John utilise un ruban de 90 mètres pour circonscrire le motif qu'il a créé auparavant sur ordinateur. L'arme secrète du faiseur de cercle ? Un écraseur, c'est-à-dire une planche de bois d'1,20 m utilisée pour aplatir les cultures. Pas de petit homme vert à l'horizon. John Lundberg a beau opérer au grand jour et dévoiler les secrets de ces fameux crop circles, on trouve encore quelques personnes persuadées que ces motifs sont d'origine extraterrestre. Nous avons créé ce motif en plein jour. Les chercheurs diraient sans doute que les conditions de l'essai ne sont pas convaincantes parce que la lumière du jour rend beaucoup plus facile la réalisation du cercle. Ils estiment que ce n'est pas un cercle authentique. Les cercles dans les champs de blé ne sont pas les seuls signes à faire l'objet de folles spéculations. Ici, dans le désert péruvien, à 400 km au sud de Lima, on trouve une plaine de plus de 500 km². Elle présente une série de droites parfaitement rectilignes. Un motif géométrique géant, si bien qu'on ne peut réellement l'apprécier que depuis le ciel. La plus longue de ces lignes traverse la plaine sur près de 15 km. Tout autour, on trouve de curieux symboles et des représentations d'animaux. Selon les archéologues, ces motifs remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont très difficiles à visualiser depuis le sol. Il a fallu attendre les années 30 pour qu'un vol d'avion, entrepris pour chercher de l'eau, permette de les découvrir par hasard. Comment sont-ils arrivés là ? Quelle est leur fonction ? L'écrivain suisse Erich von Däniken
a fait fortune en suggérant qu'il s'agissait d'une piste d'atterrissage géante pour navettes spatiales. Cette théorie présente une faille. Le sol du désert est constitué de terre friable et de pierrailles, donc peu adapté à l'atterrissage d'un vaisseau lourd ou d'une soucoupe volante. Si nous ne sommes pas en présence d'un aérodrome privé pour visiteurs de l'espace, quelle est l'explication ? La plupart des chercheurs estiment qu'il s'agissait sans doute d'un lieu de culte à grande échelle. Les lignes droites étaient des chemins reliant une série de sites sacrés. Quant au motif, ils n'étaient pas destinés à l'œil humain, mais bien aux divinités. Pour ceux qui croiraient encore que les visiteurs de l'espace sont déjà venus nous voir, voici une dernière preuve. Le cas des objets volants non identifiés, ou OVNI. Le premier OVNI a été repéré en 1947 à proximité du mont Rainer, dans l'État de Washington. On l'a décrit comme une soucoupe passant sur l'eau. L'expression soucoupe volante était née. You and your women can give us life, and what we want, we take. Le mythe s'est nourri d'une série de films de science-fiction. Une croyance s'est installée. Des extraterrestres nous auraient rendu visite en soucoupe volante. En 1996 encore, selon un sondage réalisé aux États-Unis, près des 3/4 de la population croyait que le gouvernement dissimulait des informations sur les ovnis. Cela s'explique sans doute par l'épisode du pseudo-crash d'ovnis à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Il fait depuis partie du folklore américain. Pour beaucoup de gens, c'est l'ultime théorie du complot. Une navette spatiale s'écrase dans le désert et les corps d'extraterrestres sont évacués du site pour y être autopsiés. L'affaire est étouffée par le gouvernement et tenue top secret. La vérité, il y a bien eu un crash dans le désert. Il y a bien eu des corps, mais il n'avait rien d'extraterrestre. Il s'agissait de tests à haute altitude sur des appareils militaires. Et les corps aperçus par les témoins étaient ceux de mannequins inertes. Comment expliquer pourtant la ribambelle de films et de témoignages prouvant soi-disant l'existence des ovnis ? Une fois de plus, nous allons questionner notre expert en canular, John Lundberg. Voici une technique qui a certainement été déjà utilisée par le passé pour réaliser de faux ovnis. Il s'agit simplement de construire une maquette à l'échelle réduite et de la suspendre à un crochet par du fil de pêche pour qu'elle ait l'air de flotter dans le ciel au milieu des nuages au-dessus de ce paysage. Honnêtement, c'est très facile. On le fait sans difficulté. En quelques clics, Lundberg réalise une photo d'OVNI impeccable. Certains pourtant ne voudront jamais admettre que ce genre d'image est l'œuvre de petits farceurs. Si vous vous dévoilez, si vous expliquez que vous avez voulu faire une farce, le grand public vous considère tout de suite comme un hérétique qui attaque un système de valeurs. Et tout le monde redoublera d'efforts pour démonter votre canular et vous décrédibiliser. Il n'existe donc aucune preuve sérieuse d'une visite d'extraterrestres sur notre planète. Mais la communauté scientifique pense qu'il y a peut-être eu un contact de cet ordre en une occasion. Écoutons l'univers. Il grouille de bruit cosmique. Un barrage permanent de bruit blanc galactique. Le 15 août 1977, à l'université de l'État de l'Ohio, se déroule le projet Big Ear, ou Grande Oreille. Son but ? Explorer la galaxie à la recherche de créatures extraterrestres. Nous sommes au beau milieu de la nuit. Les chercheurs prennent un repos bien mérité. Quand soudain, l'ordinateur repère un signal. Il provient de la constellation du Sagittaire à plus de 200 années-lumière. Pour produire ce son, il a fallu avoir recours à une technologie. C'est peut-être l'indice d'une vie intelligente. Il dure 72 secondes avant de s'éteindre. Le graphique imprimé par l'ordinateur paraît extraordinaire au premier scientifique qui en prend connaissance. Il écrit ce simple mot, « Wow ». Mais le signal « Wow », le nom lui est resté, ne s'est jamais répété. Les chercheurs ont récemment pointé en direction du signal WOW les antennes du Very Large Array dans le Nouveau-Mexique, un complexe de radioastronomie. Mais rien n'est venu rompre le silence.
Cet événement demeure l'un des moments d'astronomie les plus excitants et les plus mystérieux. Un jour, dans quelques milliers d'années, on pourrait se rendre compte qu'il a marqué le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Mais peut-être sera-t-il simplement enregistré comme une nouvelle erreur due à l'informatique. Pour l'instant, il reste un mystère, riche en possibilités fascinantes. Il demeure tout à fait possible qu'on ait détecté, avec le signal WOW, une forme d'intelligence extraterrestre. Pour moi, le scénario imaginaire idéal, c'est qu'il s'agit d'une bribe de conversation entre deux extraterrestres qui ne nous étaient pas destinés. Mais comme nous étions au bon endroit, au bon moment, nous l'avons entendu par erreur. Le signal WOW ne s'est jamais reproduit. On peut toutefois imaginer que des extraterrestres continuent à émettre des signaux. Nous ne les cherchons peut-être pas au bon endroit. Pour espérer sérieusement rencontrer une intelligence extraterrestre, les scientifiques doivent maintenant passer en revue non pas des milliers d'étoiles, mais bien des millions. Comment opérer à cette échelle ? Au nord de la Californie, on trouve la nouvelle base permanente de l'Institut galactique SWIP du SETI. Dans cette série de radiotélescopes, seules quelques antennes sont aujourd'hui en service, mais elles seront bientôt 350 à couvrir le site. Toutes sont capables de fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour scruter les étoiles à la recherche de signes d'une vie intelligente. Les recherches du SETI ont commencé il y a plus de 20 ans. Depuis, des milliers d'étoiles ont été passées en revue. Grâce à ces nouveaux appareils, l'Institut SETI sera capable d'explorer des millions d'étoiles au cours des 2 décennies à venir. Avec de telles possibilités, l'astronome en chef de l'Institut, Seth Shostak, est pour la première fois suffisamment confiant pour se prononcer sur ce programme. Au vu des possibilités de ce télescope et du nombre de systèmes solaires qu'il va explorer dans les 20 années à venir, je crois que nous devrions entendre des extraterrestres d'ici à 2025. Tout devrait s'accélérer dans les 5 dernières années. Nous saurons que nous ne sommes plus seuls entre 2020 et 2025. Le jour où nous ferons cette découverte, qu'est-ce qui changera pour nous ? Je crois que cela sera l'un des plus grands événements de tous les temps, sinon le plus grand. Les terriens du XXe siècle qui s'intéresseront à l'histoire du XXIe siècle ne retiendront ni les guerres, ni les avancées technologiques, ni les querelles politiques. Ils verront en revanche que c'est le siècle où l'on a fait exploser ce mur qui isolait notre planète et découvert qu'il y avait d'autres êtres dans l'espace. Un signal provenant d'une espèce venue d'ailleurs bouleversera-t-il vraiment nos vies ? Si, comme le pensent la plupart des scientifiques, aucun extraterrestre ne se rend jamais sur la Terre, les experts en seront peut-être pour leurs frais. Ce serait frustrant d'une certaine façon d'apprendre qu'ils existent, mais qu'il ne pourra y avoir aucune communication à double sens parce qu'ils sont trop loin. Mais je crois que dans ce cas de figure, l'impact serait considérable parce qu'on saurait à partir de ce moment-là qu'il y a quelqu'un dans l'espace. Certains chercheurs pensent toutefois qu'il faut se méfier d'un éventuel contact avec des extraterrestres. Écoutons le professeur Stephen Hawking de l'université de Cambridge, l'un des plus brillants astronomes au monde. À mon sens, ce serait un désastre. Ces extraterrestres seraient très en avance sur nous. Le choc des civilisations dans l'histoire de l'humanité a eu des retombées négatives. Or, il s'agissait d'une même espèce. Mieux vaut rester modeste. Il est peut-être déjà trop tard. Depuis un siècle environ, les scientifiques émettent des signaux radio qui s'échappent de la planète à la vitesse de la lumière. S'il y a bien une vie intelligente quelque part, un jour, quelqu'un ou quelque chose saura que nous existons. Les civilisations avancées auront peut-être évolué au point d'avoir dépassé les concepts de conquête et de guerre. Espérons simplement que nos visiteurs de l'espace, s'ils viennent un jour, auront des intentions pacifiques.
étoile morte, ou étoile à neutrons. Ces astres morts tournent sur eux-mêmes à toute vitesse, envoyant des impulsions comme la lumière d'un phare. Si les formes de vie extraterrestres n'ont pas envoyé de message aux terriens, peut-être les scientifiques devraient-ils tenter eux-mêmes d'établir le contact. C'est ce qu'a fait la NASA il y a 40 ans. Elle a envoyé une sorte de lettre à toutes les étoiles de la part de la planète Terre. L'agence spatiale a lancé en 1972 Pioneer 10. Après s'être rendue sur Jupiter, la sonde a poursuivi sa route dans les profondeurs de l'espace. En 2004, elle était à près de 13 milliards de kilomètres de notre planète et en direction de l'étoile rouge d'Aldébaran dans la constellation du Taureau. Le vaisseau spatial devra mettre encore 2 millions d'années à atteindre sa destination. S'il rencontre des êtres vivants sur une planète avoisinante, ceux-ci trouveront une plaque sur le flanc du vaisseau, une sorte de carte postale envoyée par la Terre. Elle indique la position de notre planète et montre à quoi ressemblent les terriens. On y trouve aussi le symbole de l'hydrogène, l'élément le plus courant dans l'univers. Mais une autre navette se trouve encore plus loin. Voyager 1 est désormais l'objet conçu par l'homme le plus éloigné dans le système solaire. Il est à quelques 14,5 milliards de kilomètres de la Terre et s'apprête à quitter le système solaire pour s'aventurer au milieu des étoiles de la Voie lactée, peut-être à tout jamais. Pour le cas où Voyager croiserait la route d'un extraterrestre, il emporte également un message. Un disque phonographique plaqué or, fixé sur le côté de la sonde et qui contient des images, des sons naturels et de la musique en provenance de la Terre. Des pictogrammes expliquent comment utiliser le disque et indiquent d'où il vient. Si nous devons attendre que les extraterrestres trouvent l'une de nos sondes spatiales et répondent à nos messages, cela pourrait toutefois prendre des millions d'années. Pourquoi les scientifiques sont-ils aussi certains qu'il existe d'autres êtres intelligents dans notre galaxie ? C'est une question de chiffres à grande échelle. On estime qu'il existe au moins 70 000 millions d'étoiles dans l'univers. La grande question étant, parmi elles, combien pourrait abriter une vie développée ? En 1961, le père de la recherche SETI, Frank Drake, a mis au point une équation pour calculer combien de civilisations extraterrestres seraient susceptibles de nous contacter dans notre galaxie. Frank Drake s'est demandé combien d'étoiles sont capables d'entretenir des planètes où existe une vie intelligente, combien de ces planètes pourraient disposer des technologies radioélectriques et combien de temps pourraient survivre les civilisations connaissant ces technologies. L'un des problèmes de l'équation de Drake, c'est qu'elle ne peut pas être résolue. On ignore la valeur de beaucoup de ces termes. D'autant plus que si un seul des paramètres de l'équation reste inconnu, le résultat final n'aura évidemment emprisonné dans le permafrost, qui peut rester gelé pendant des millions d'années. Ils sont toujours vivants. En les réchauffant, les chercheurs espèrent ranimer ces organismes endormis. Nous devons stimuler notre imagination dans tous les domaines possibles pour se représenter les limites de la vie. Ainsi, nous serons bien mieux préparés à reconnaître une forme de vie quand nous la verrons, qu'elle soit dans notre système solaire ou au-delà. Il n'y a plus qu'à lancer une expédition sur le terrain à la recherche d'une vie microbienne. Voici Titan, le satellite le plus volumineux de Saturne. Dans le système solaire, c'est le seul à présenter une atmosphère. Titan est entouré d'un halo orangé et pourrait renfermer des lacs et des océans riches en carbone. Il abrite donc peut-être la vie. Pour en avoir le cœur net, la NASA a lancé une mission vers Saturne et son satellite. La navette spatiale Cassini a quitté la Terre en 1997 et atteint Titan en janvier 2005. Une sonde a traversé l'atmosphère à 6,5 km/s, rencontrant un brouillard fait d'azote, de méthane et d'autres composants chimiques à base de carbone. Titan représente seulement la moitié de la Terre en taille, mais son atmosphère est 4 fois plus dense. Quant à sa température, elle est plutôt fraîche, moins 143 degrés. Après un atterrissage réussi, la sonde a pu renvoyer les informations par radio. Elles ont parcouru plus d'1 milliard de kilomètres pour parvenir à la Terre. Selon les chercheurs, Titan présente de nombreux éléments chimiques organiques qui étaient courants lorsque la vie est apparue sur Terre.
Peut-être y trouve-t-on aussi des microbes. Mais il existe un milieu encore plus hostile pour le développement de la vie. Europa, l'un des satellites de Jupiter. À première vue, c'est un paysage de mort gelée. Sa surface est entièrement recouverte d'une couche de glace. Mais à y regarder de plus près, on fait une découverte étonnante. Des photos, prises par la sonde Galileo, révèlent une sorte de quadrillage à la surface de cet univers de glace. Dans le système solaire, on ne retrouve cette caractéristique qu'en un seul endroit, sur Terre, dans les mers gelées de l'Arctique, là où la glace flotte sur l'eau constamment en mouvement. Ceci a conduit les scientifiques à penser qu'il pourrait y avoir un immense océan liquide sous la surface gelée d'Europa. Dans ce cas, pourquoi cet océan n'est-il pas complètement gelé? Son état liquide est peut-être dû aux forces colossales qui règnent 2/3 de la planète. Si nous voulons trouver des planètes où la vie peut se développer, nous devons les chercher à une certaine distance de leur étoile, où il ne fait pas trop chaud pour que l'eau ne s'évapore pas, mais pas trop froid non plus pour qu'elle ne soit pas à l'état de glace. On cherche cette zone idéale où l'eau existe sous forme liquide. En juin 2004, des chercheurs européens ont découvert la plus petite planète jamais observée en dehors du système solaire. Elle fait seulement 14 fois la taille de la Terre et pourrait représenter une surface rocheuse. C'est une sorte de super-Terre. Cette surface rocheuse rend possible la présence d'eau à l'état liquide. Selon les scientifiques, une planète rocheuse ne peut pas être plus volumineuse. Elle ne résisterait pas et disparaîtrait. Celle-ci est à 50 années-lumière de nous dans la constellation méridionale d'Altar. C'est l'une des 3 planètes en orbite autour d'une étoile qui ressemble beaucoup à notre Soleil. Mais pour découvrir des planètes plus petites de la taille de la Terre, la technologie doit progresser. Une évolution est déjà en cours. Le télescope spatial Kepler a été placé en orbite en 2009. Cette mission étudie plusieurs milliers d'étoiles proches. Lorsqu'une planète passe entre une étoile et un télescope, il est possible de déterminer la taille de la planète en mesurant la quantité de lumière qu'elle masque. Avec optimisme, les scientifiques estiment qu'ils découvriront au moins 50 planètes de la taille de la Terre grâce à ce télescope. Depuis plus de 20 ans, un groupe de scientifiques guette les signes d'une vie extraterrestre. L'Institut SETI en Californie est le berceau de cette recherche. Cet institut pour la recherche d'intelligence extraterrestre rassemble les pointures de la profession qui se sont lancées dans une mission de longue haleine, complexe et sophistiquée. Seth Shostak, astronome en chef de l'Institut, a consacré presque toute sa vie professionnelle à la quête d'une intelligence extraterrestre. Mon intérêt personnel pour cette recherche remonte, je crois, à mon enfance. Je me souviens, quand j'avais 10 ans, j'achetais des livres sur les soucoupes volantes. Pour Seth Shostak et ses collègues, le repérage des extraterrestres passe par la radio. Cela peut sembler primaire, mais la radio est un outil de communication très puissant. Les signaux radio sont des ondes énergétiques qui se propagent dans toutes les directions. Elles se dirigent vers les postes de radio et de télévision, mais s'échappent également dans l'espace. Et ce, depuis 70 ou 100 ans. Forme de lumière si vive qu'elle brille 1 million de fois plus que le Soleil. L'univers compte des milliards de galaxies comme la nôtre. On découvre sans cesse de nouvelles planètes et de nouveaux systèmes solaires. Les scientifiques continuent donc à attendre patiemment un message intergalactique. Mais si extraterrestre il y a, il semble qu'ils aient décidé de garder le silence radio. Ils pourraient alors essayer d'établir le contact d'une autre façon. Nous allons rencontrer Dan Wertheimer à l'observatoire de Leuschner, à Berkeley, en Californie. Cet homme est à la recherche d'extraterrestres depuis 25 ans. La Voie lactée compte 200 milliards d'étoiles. Il y a des milliards de galaxies. Il serait vraiment étrange que nous soyons tout seuls. Dan Wertheimer, lui, n'est pas à l'écoute. Il observe le ciel en quête d'un signe. Il dirige le programme de recherche SETI de Berkeley
axé sur les signaux lumineux. Ah, il y en a un autre là. Il se passe plein de choses bizarres. Son équipe scrute le ciel à la recherche d'un éclair lumineux très vif qui pourrait ne durer qu'un milliardième de seconde. Les lasers les plus puissants sur notre planète peuvent produire une lumière 1 million de fois plus vive que celle du Soleil. Selon Dan Wertheimer, les extraterrestres pourraient utiliser un laser pour essayer d'attirer notre attention. Il pense qu'ils pourraient tenter de nous envoyer un signal comparable à un code Morse, de courtes impulsions lumineuses. L'avantage des signaux visuels, c'est qu'ils sont dirigés précisément et qu'ils peuvent contenir des masses d'informations. Ils pourraient nous envoyer l'ensemble de leurs connaissances, ils pourraient même nous dire comment atteindre l'Internet galactique et communiquer avec d'autres civilisations dans la galaxie. Mais comment les scientifiques pourront-ils différencier le rayonnement des étoiles d'éventuels signaux lumineux? Un rayon laser qui émet pendant seulement 1 milliardième de seconde enverrait au télescope une lumière bien plus vive que celle d'une étoile. La différence serait de l'ordre de 10 photons, soit 10 particules lumineuses. C'est très rare venant d'une étoile, même très brillante, de détecter au télescope autant de photons en 1 milliardième de seconde. L'équipe s'attarde sur chaque étoile pendant 1 minute. En l'absence d'éclairs lumineux, elle passe à l'étoile suivante. 10 000 astres ont ainsi été étudiés. Et jusqu'à présent, Dan Wertheimer n'a pas détecté la lumière qu'il recherche. La technologie évolue très vite, les télescopes s'améliorent tout comme les détecteurs, nous pouvons observer de plus en plus d'étoiles. Au bout du compte, nous verrons des centaines de millions d'étoiles et nous pourrons sonder l'ensemble du plan galactique. Mais pour l'instant, les terriens en sont à leurs premières expérimentations et ils commencent seulement à apprendre comment communiquer avec les extraterrestres. Dans les années 60, le scientifique britannique et prix Nobel Anthony Hewish pensait avoir détecté un signal extraterrestre. Aparchnologie. C'est peut-être l'indice d'une vie intelligente. Il dure 72 secondes avant de s'éteindre. Le graphique imprimé par l'ordinateur paraît extraordinaire au premier scientifique qui en prend connaissance. Il écrit ce simple mot, « Wow ». Mais le signal « Wow », le nom lui est resté, ne s'est jamais répété. Les chercheurs ont récemment pointé en direction du signal WOW les antennes du Very Large Array dans le Nouveau-Mexique, un complexe de radioastronomie. Mais rien n'est venu rompre le silence. Cet événement demeure l'un des moments d'astronomie les plus excitants et les plus mystérieux. Un jour, dans quelques milliers d'années, on pourrait se rendre compte qu'il a marqué le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Mais peut-être sera-t-il simplement enregistré comme une nouvelle erreur due à l'informatique. Pour l'instant, il reste un mystère, riche en possibilités fascinantes. Il demeure tout à fait possible qu'on ait détecté, avec le signal WOW, une forme d'intelligence extraterrestre. Pour moi, le scénario imaginaire idéal, c'est qu'il s'agit d'une bribe de conversation entre deux extraterrestres qui ne nous étaient pas destinés. Mais comme nous étions au bon endroit, au bon moment, nous l'avons entendu par erreur. Le signal WOW ne s'est jamais reproduit. On peut toutefois imaginer que des extraterrestres continuent à émettre des signaux. Nous ne les cherchons peut-être pas au bon endroit. Pour espérer sérieusement rencontrer une intelligence extraterrestre, les scientifiques doivent maintenant passer en revue non pas des milliers d'étoiles, mais bien des millions. Comment opérer à cette échelle ? Au nord de la Californie, on trouve la nouvelle base permanente de l'Institut galactique SWIP du SETI. Dans cette série de radiotélescopes, seules quelques antennes sont aujourd'hui en service, mais elles seront bientôt 350 à couvrir le site. Toutes sont capables de fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour scruter les étoiles à la recherche de signes d'une vie intelligente. Les recherches du SETI ont commencé il y a plus de 20 ans. Depuis, des milliers d'étoiles ont été passées en revue. Grâce à ces nouveaux appareils, l'Institut SETI sera capable d'explorer des millions d'étoiles au cours des 2 décennies à venir. Avec de telles possibilités, l'astronome en chef de l'Institut, Seth Shostak, est pour la première fois suffisamment confiant pour se prononcer sur ce programme.
Au vu des possibilités de ce télescope et du nombre de systèmes solaires qu'il va explorer dans les 20 années à venir, je crois que nous devrions entendre des extraterrestres d'ici à 2025. Tout devrait s'accélérer dans les 5 dernières années. Nous saurons que nous ne sommes plus seuls entre 2020. Besoin de se fixer sur un support, par exemple une surface solide. Une planète doit également avoir la bonne taille. Si elle est beaucoup plus petite que la Terre, sa gravité ne sera pas suffisante pour retenir son atmosphère qui se contentera de s'échapper dans l'espace. Et ce n'est pas tout. L'emplacement est très important lui aussi. La planète doit être suffisamment proche du Soleil pour permettre la présence d'eau liquide. On pense en effet que l'eau à l'état liquide est essentielle à toute forme de vie. Trop près du Soleil, comme Vénus, dont la température de surface est de 460 degrés, l'eau bout et s'évapore. Trop loin du Soleil, elle gèle. Sur la Terre, on trouve partout de l'eau à l'état liquide. Elle recouvre plus des 2/3 de la planète. Si nous voulons trouver des planètes où la vie peut se développer, nous devons les chercher à une certaine distance de leur étoile, où il ne fait pas trop chaud pour que l'eau ne s'évapore pas, mais pas trop froid non plus pour qu'elle ne soit pas à l'état de glace. On cherche cette zone idéale où l'eau existe sous forme liquide. En juin 2004, des chercheurs européens ont découvert la plus petite planète jamais observée en dehors du système solaire. Elle fait seulement 14 fois la taille de la Terre et pourrait représenter une surface rocheuse. C'est une sorte de super-Terre. Cette surface rocheuse rend possible la présence d'eau à l'état liquide. Selon les scientifiques, une planète rocheuse ne peut pas être plus volumineuse. Elle ne résisterait pas et disparaîtrait. Celle-ci est à 50 années-lumière de nous dans la constellation méridionale d'Altar. C'est l'une des 3 planètes en orbite autour d'une étoile qui ressemble beaucoup à notre Soleil. Mais pour découvrir des planètes plus petites de la taille de la Terre, la technologie doit progresser. Une évolution est déjà en cours. Le télescope spatial Kepler a été placé en orbite en 2009. Cette mission étudie plusieurs milliers d'étoiles proches. Lorsqu'une planète passe entre une étoile et un télescope, il est possible de déterminer la taille de la planète en mesurant la quantité de lumière qu'elle masque. Avec optimisme, les scientifiques estiment qu'ils découvriront au moins 50 planètes de la taille de la Terre grâce à ce télescope. Depuis plus de 20 ans, un groupe de scientifiques guette les signes d'une vie extraterrestre. L'Institut SETI en Californie est le berceau de cette recherche. Cet institut pour la recherche d'intelligence extraterrestre rassemble les pointures de la profession qui se sont lancées dans une mission de longue haleine, complexe et sophistiquée d'autres. Pour lui, ces cercles concentriques sont un canular. Comment le sait-il? Parce qu'il est lui-même l'un des champions dans ce domaine. On lui doit à lui et à son équipe certains des motifs les plus élaborés. Nous voulions réaliser des cercles d'une taille et d'une complexité telle que les gens auraient du mal à croire qu'ils étaient l'œuvre de l'homme. Allez, pour nous prouver une bonne fois pour toutes qu'il est l'auteur de ces drôles de formes, John Lundberg a bien voulu réaliser l'un de ces cercles sous nos yeux. Il faut compter environ 90 minutes. On commence par délimiter la circonférence du cercle. John utilise un ruban de 90 mètres pour circonscrire le motif qu'il a créé auparavant sur ordinateur. L'arme secrète du faiseur de cercle? Un écraseur, c'est-à-dire une planche de bois d'1,20 m utilisée pour aplatir les cultures. Pas de petit homme vert à l'horizon. John Lundberg a beau opérer au grand jour et dévoiler les secrets de ces fameux crop circles, on trouve encore quelques personnes persuadées que ces motifs sont d'origine extraterrestre. Nous avons créé ce motif en plein jour. Les chercheurs diraient sans doute que les conditions de l'essai ne sont pas convaincantes parce que la lumière du jour rend beaucoup plus facile la réalisation du cercle. Ils estiment que ce n'est pas un cercle authentique. Les cercles dans les champs de blé ne sont pas les seuls signes à faire l'objet de folles spéculations. Ici, dans le désert péruvien, à 400 km au sud de Lima,
on trouve une plaine de plus de 500 km². Elle présente une série de droites parfaitement rectilignes. Un motif géométrique géant, si bien qu'on ne peut réellement l'apprécier que depuis le ciel. La plus longue de ces lignes traverse la plaine sur près de 15 km. Tout autour, on trouve de curieux symboles et des représentations d'animaux. Selon les archéologues, ces motifs remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont très difficiles à visualiser depuis le sol. Il a fallu attendre les années 30 pour qu'un vol d'avion, entrepris pour chercher de l'eau, permette de les découvrir par hasard. Comment sont-ils arrivés là? Quelle est leur fonction? L'écrivain suisse Erich von Däniken a fait fortune en suggérant qu'il s'agissait d'une piste d'atterrissage géante pour navettes spatiales. Cette théorie présente une faille. Le sol du désert est constitué de terre friable et de pierrailles, donc peu adapté à l'atterrissage d'un vaisseau lourd ou d'une soucoupe volante. Si nous ne sommes pas en présence d'un aérodrome privé pour visiteurs de l'espace, quelle est l'explication? La plupart des chercheurs estiment qu'il s'agissait sans doute d'un lieu de culte géant, de la taille de Saturne par exemple. Pour pouvoir accueillir la vie, une planète doit remplir une liste de critères très stricts. Partant de l'observation de notre système solaire, les scientifiques ont conclu que les petites planètes rocheuses offrent les meilleures chances pour le développement de la vie telle que nous la connaissons. Les éléments chimiques, indispensables à l'apparition de la vie, ont en effet besoin de se fixer sur un support, par exemple une surface solide. Une planète doit également avoir la bonne taille. Si elle est beaucoup plus petite que la Terre, sa gravité ne sera pas suffisante pour retenir son atmosphère qui se contentera de s'échapper dans l'espace. Et ce n'est pas tout. L'emplacement est très important lui aussi. La planète doit être suffisamment proche du Soleil pour permettre la présence d'eau liquide. On pense en effet que l'eau à l'état liquide est essentielle à toute forme de vie. Trop près du Soleil, comme Vénus, dont la température de surface est de 460 degrés, l'eau bout et s'évapore. Trop loin du Soleil, elle gèle. Sur la Terre, on trouve partout de l'eau à l'état liquide. Elle recouvre plus des 2/3 de la planète. Si nous voulons trouver des planètes où la vie peut se développer, nous devons les chercher à une certaine distance de leur étoile, où il ne fait pas trop chaud pour que l'eau ne s'évapore pas, mais pas trop froid non plus pour qu'elle ne soit pas à l'état de glace. On cherche cette zone idéale où l'eau existe sous forme liquide. En juin 2004, des chercheurs européens ont découvert la plus petite planète jamais observée en dehors du système solaire. Elle fait seulement 14 fois la taille de la Terre et pourrait représenter une surface rocheuse. C'est une sorte de super-Terre. Cette surface rocheuse rend possible la présence d'eau à l'état liquide. Selon les scientifiques, une planète rocheuse ne peut pas être plus volumineuse. Elle ne résisterait pas et disparaîtrait. Celle-ci est à 50 années-lumière de nous dans la constellation méridionale d'Altar. C'est l'une des 3 planètes en orbite autour d'une étoile qui ressemble beaucoup à notre Soleil. Mais pour découvrir des planètes plus petites de la taille de la Terre, la technologie doit progresser. Une évolution est déjà en cours. Le télescope spatial Kepler a été placé en orbite en 2009. Cette mission étudie plusieurs milliers d'étoiles proches. Lorsqu'une planète passe entre une étoile et un télescope, il est possible de déterminer la taille de la planète en mesurant la quantité de lumière qu'elle masque. Avec optimisme, les scientifiques estiment qu'ils découvriront au moins 50 planètes de la taille de la Terre grâce à ce télescope. Depuis plus de 20 ans, un groupe de scientifiques... Autre là, il se passe plein de choses bizarres. Son équipe scrute le ciel à la recherche d'un éclair lumineux très vif qui pourrait ne durer qu'un milliardième de seconde. Les lasers les plus puissants sur notre planète peuvent produire une lumière 1 million de fois plus vive que celle du Soleil. Selon Dan Wertheimer, les extraterrestres pourraient utiliser un laser pour essayer d'attirer notre attention. Il pense qu'ils pourraient tenter de nous envoyer un signal comparable à un code Morse, de courtes impulsions lumineuses.
L'avantage des signaux visuels, c'est qu'ils sont dirigés précisément et qu'ils peuvent contenir des masses d'informations. Ils pourraient nous envoyer l'ensemble de leurs connaissances, ils pourraient même nous dire comment atteindre l'Internet galactique et communiquer avec d'autres civilisations dans la galaxie. Mais comment les scientifiques pourront-ils différencier le rayonnement des étoiles d'éventuels signaux lumineux? Un rayon laser qui émet pendant seulement 1 milliardième de seconde enverrait au télescope une lumière bien plus vive que celle d'une étoile. La différence serait de l'ordre de 10 photons, soit 10 particules lumineuses. C'est très rare venant d'une étoile, même très brillante, de détecter au télescope autant de photons en 1 milliardième de seconde. L'équipe s'attarde sur chaque étoile pendant 1 minute. En l'absence d'éclairs lumineux, elle passe à l'étoile suivante. 10 000 astres ont ainsi été étudiés. Mais jusqu'à présent, Dan Wertheimer n'a pas détecté la lumière qu'il recherche. La technologie évolue très vite, les télescopes s'améliorent tout comme les détecteurs, nous pouvons observer de plus en plus d'étoiles. Au bout du compte, nous verrons des centaines de millions d'étoiles et nous pourrons sonder l'ensemble du plan galactique. Mais pour l'instant, les terriens en sont à leurs premières expérimentations et ils commencent seulement à apprendre comment communiquer avec les extraterrestres. Dans les années 60, le scientifique britannique et prix Nobel Anthony Hewish pensait avoir détecté un signal extraterrestre. À partir de ces récepteurs radio aux allures de corde à linge, cet homme et son équipe ont capté une succession régulière d'impulsions espacées d'1 seconde environ. Ce signal paraissait absolument extraordinaire, parce que c'était une série d'impulsions très courtes. Comme si nous avions affaire à une étoile qui émettait des éclairs lumineux. Or, les corps astronomiques ne font pas cela. Quand on capte des signaux artificiels venus de l'espace, l'une des possibilités à étudier, c'est bien sûr qu'il s'agisse d'une intelligence venue d'ailleurs. Pour rire, nous les avons appelés signaux PHV, pour petits hommes verts. Personne n'y croyait vraiment, je pense, mais nous avons tout de même envisagé cette possibilité. On a vite oublié les petits hommes verts. Anthony Hewish s'est rapidement aperçu que sa découverte provenait d'une source naturelle. C'était la signature d'une étoile morte, ou étoile à neutrons. Ces astres morts tournent sur eux-mêmes à toute vitesse, envoyant des sons de longue haleine, complexes et sophistiqués. Seth Shostak, astronome en chef de l'Institut, a consacré presque toute sa vie professionnelle à la quête d'une intelligence extraterrestre. Mon intérêt personnel pour cette recherche remonte, je crois, à mon enfance. Je me souviens, quand j'avais 10 ans, j'achetais des livres sur les soucoupes volantes. Pour Seth Shostak et ses collègues, le repérage des extraterrestres passe par la radio. Cela peut sembler primaire, mais la radio est un outil de communication très puissant. Les signaux radio sont des ondes énergétiques qui se propagent dans toutes les directions. Elles se dirigent vers les postes de radio et de télévision, mais s'échappent également dans l'espace. Et ce, depuis 70 ou 100 ans. I have a dream today. It's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind. The Lucy Show. Oh, you must think I'm a perfect idiot. Nobody's perfect. Elle se déplace à la vitesse de la lumière. Pour relier la Terre à la Lune, un signal met seulement un peu plus d'1 seconde. Cela semble rapide, mais si l'on pense aux distances interstellaires en jeu, même la vitesse de la lumière fait figure d'escargot. Si nous recevons demain un message provenant des confins de la galaxie, il aura été émis depuis 100 000 ans. Tandis qu'il y a 100 000 ans sur la Terre, nos ancêtres lointains faisaient leurs premiers pas. Bien des années plus tard, les hommes ont évolué et sont maintenant en mesure de guetter un message venu des étoiles. Où a-t-on le plus de chances de capter un tel message? Sans doute à Arecibo, à Porto Rico, où se trouve l'un des plus grands télescopes radio du monde. L'antenne d'Arecibo se trouve sur un cratère naturel géant. Son diamètre impressionnant est de 305 mètres. Cette antenne est très sensible. Elle pourrait repérer un téléphone portable utilisé sur Jupiter. Depuis 1997, Arecibo accueille le projet Phoenix. L'Institut SETI passe en revue environ 1 millier d'étoiles semblables à notre Soleil à 200 années-lumière de la Terre. À l'échelle cosmique,
Cette distance est négligeable, mais il faut bien commencer quelque part. Des milliers de canaux radio sont scannés simultanément. L'univers grouille de bruits radioélectriques, une sorte de bruit blanc spatial. Mais ces signaux, qui peuvent sembler spectaculaires, sont en fait des phénomènes aléatoires. Les oreilles électroniques de ces types, elles présentent une série de droites parfaitement rectilignes. Un motif géométrique géant, si bien qu'on ne peut réellement l'apprécier que depuis le ciel. La plus longue de ces lignes traverse la plaine sur près de 15 km. Tout autour, on trouve de curieux symboles et des représentations d'animaux. Selon les archéologues, ces motifs remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont très difficiles à visualiser depuis le sol. Il a fallu attendre les années 30 pour qu'un vol d'avion, entrepris pour chercher de l'eau, permette de les découvrir par hasard. Comment sont-ils arrivés là? Quelle est leur fonction? L'écrivain suisse Erich von Däniken a fait fortune en suggérant qu'il s'agissait d'une piste d'atterrissage géante pour navettes spatiales. Cette théorie présente une faille. Le sol du désert est constitué de terre friable et de pierrailles, donc peu adapté à l'atterrissage d'un vaisseau lourd ou d'une soucoupe volante. Si nous ne sommes pas en présence d'un aérodrome privé pour visiteurs de l'espace, quelle est l'explication? La plupart des chercheurs estiment qu'il s'agissait sans doute d'un lieu de culte à grande échelle. Les lignes droites étaient des chemins reliant une série de sites sacrés. Quant au motif, il n'était pas destiné à l'œil humain, mais bien aux divinités. Pour ceux qui croiraient encore que les visiteurs de l'espace sont déjà venus nous voir, voici une dernière preuve. Le cas des objets volants non identifiés, ou OVNI. Le premier OVNI a été repéré en 1947 à proximité du mont Rainer, dans l'État de Washington. On l'a décrit comme une soucoupe passant sur l'eau. L'expression soucoupe volante était née. You and your women can give us life, and what we want, we take. Le mythe s'est nourri d'une série de films de science-fiction. Une croyance s'est installée. Des extraterrestres nous auraient rendu visite en soucoupe volante. En 1996 encore, selon un sondage réalisé aux États-Unis, près des 3/4 de la population croyait que le gouvernement dissimulait des informations sur les ovnis. Cela s'explique sans doute par l'épisode du pseudo-crash d'ovnis à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Il fait depuis partie du folklore américain. Pour beaucoup de gens, c'est l'ultime théorie du complot. Une navette spatiale s'écrase dans le désert et les corps d'extraterrestres sont évacués du site pour y être autopsiés. L'affaire est étouffée par le gouvernement et tenue top secret. La vérité, il y a bien eu un crash dans le désert. Il y a bien eu des corps, mais il n'avait rien d'extraterrestre. Il s'agissait de tests à haute altitude sur des appareils militaires. Et les corps aperçus par les témoins étaient ceux de mannequins inertes. Comment expliquer pourtant la ribambelle de films et de témoignages prouvant soi-disant l'existence des ovnis? Une fois de plus, nous allons questionner